Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à la RTB. En 2016, à la faveur d'un vote à l'Assemblée nationale qui autorisait le gouvernement burkinabé à contracter des accords en PPP pour la réalisation de projets d'intérêt général pour le pays, les Burkinabés, dans leur majorité, ont pu découvrir la notion de PPP. La semaine dernière, dans une première partie de cette émission, nous sommes revenus sur la mise en œuvre des partenariats publics et privés de l'UEMOA avant de dresser le bilan de la mise en œuvre de l'initiative PPP dans les pays de l'UEMOA. Et donc, avec notre invité qui est toujours avec nous, Monsieur Constantin Dabiré, ce soir, nous allons, dans une seconde partie, revenir sur le bilan détaillé des PPP dans l'espace UEMOA. Monsieur Dabiré, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kindo. Merci de rester fidèle à notre émission. La semaine passée, nous sommes revenus sur ce que sont les PPP, les partenariats publics-privés, dans des pays de l'espace UEMOA, notamment le Burkina Faso, et vous nous avez expliqué formidablement en quoi consiste cette notion de PPP et comment on doit pouvoir comprendre sa mise en œuvre dans la réalité. Ce soir donc, pour cette seconde partie, nous allons revenir un peu sur le bilan détaillé des projets PPP. Vous avez enquêté sur une trentaine de projets dans la sous-région ouest africaine, et c'est des projets qui ont connu des fortunes diverses. C'est sur quoi vous vous êtes fondé? Quels ont été vos critères de sélection de ces projets sur lesquels vous avez travaillé? Dans un premier temps, je vais vous dire que je suis allé sur la base des projets qui ont été financés par des bailleurs de fonds internationaux tels que la BAD, la BOAD, la Banque mondiale. Et pour ces projets, effectivement, ces bailleurs ont également accompagné aussi bien les porteurs publics que les porteurs privés dans la mise en œuvre de ce projet. Et vous savez généralement que lorsqu'on a ces grands bailleurs autour d'un projet, les chances de succès sont plus élevées. Et les États partis bénéficient en ce moment de l'expertise de ces bailleurs-là, du savoir-faire de ces bailleurs, et ce savoir-faire est transféré au profit de ces États. Pour nous, c'est un critère intéressant, parce que pour ce type de projet, on est plus ou moins sûr de maîtriser les contours du process. Ça, c'est un élément assez important. Et nous avons voulu également, à travers ce projet, voir dans la réalité comment se mettent en œuvre des partenariats publics privés, voir les questions que soulève cette mise en œuvre des partenariats publics privés. Oui. Est-ce que vous avez des exemples emblématiques dans ces 8 pays dans lesquels vous avez peut-être enquêté et vous avez ciblé un certain nombre de projets PPP que vous voudriez partager avec nous? Ok. Oui, effectivement, on a des exemples, je dirais, emblématiques dans ces 8 pays. Déjà, ce qui était intéressant, à la suite de notre échantillonnage, nous avons constaté que l'essentiel des projets se trouve en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et je pense que la semaine passée, nous avons beaucoup abordé ces 2 pays où nous avons constaté que c'était des pays qui tiraient en fait à l'initiative PPP régionale. Donc on comprend bien pourquoi également on trouve, je dirais, presque 50% des projets dans ces 2 pays. Et cela s'explique aussi dans la mesure où ces pays ont une certaine avance sur les autres pays. Ces pays ont une volonté ferme de réaliser des infrastructures à travers toutes les formes, les solutions alternatives existantes dans les partenariats publics-privés. Qu'est-ce que nous avons constaté? Je dirais que sur cette trentaine de projets, globalement, nous avons constaté un taux d'exécution, un taux de réalisation tournant autour de 76%. Ce qui, selon nous, traduit la capacité des porteurs, aussi bien publics que privés, de projets à pouvoir conduire ces projets dans les règles de l'art. Ça, c'est assez important. Et cela veut dire qu'au sein de l'UEMOA, nous trouvons des partenaires qui sont en mesure de s'associer pour réaliser des projets, de grands projets d'infrastructure. Des projets qui ont un impact sur la qualité de vie des ménages. Cependant, en approfondissant notre analyse, nous avons pu constater 2 faits majeurs, et d'ailleurs des faits qui expliquent un peu les PPP. Le premier fait, c'est en fait un dépassement ou un surcoût d'environ 10 milliards. C'est-à-dire qu'en moyenne, sur chaque projet réalisé, vous avez un dépassement de coût de 10 milliards, et cela nous a
beaucoup interrogés, nous nous sommes posés beaucoup de questions. Mais au-delà de ce surcoût, nous avons constaté également des retards. Le retard moyen unitaire était de l'ordre de 1 an, 33, bon disons quoi, 16 mois, 17, 18 mois environ de retard. Les raisons qui questionnent ou qui justifient ou qui expliquent et ce retard et ce surcoût sont, je dirais, énormes. On a beaucoup de raisons. La première raison est due au fait que généralement, toutes les phases antérieures liées à la réalisation des études ne sont pas faites comme il se doit. C'est-à-dire que soit que les études ne sont pas faites, ou très mal faites, ou qu'elles ne sont pas assez suffisantes. Et c'est assez fréquent, il n'y a pas qu'en Afrique, même en Occident quelquefois, nous avons ces situations-là. Alors que quand on a une étude mal faite ou incomplète, le plus souvent, cela a une répercussion sur le projet, dans la mise en œuvre du projet. Et justement, cette répercussion peut se manifester soit à travers un surcoût, du fait que tous les contours n'ont pas été maîtrisés au moment de la phase des études, soit de grands retards. Donc, je pense que ce manque d'études peut expliquer ces deux facteurs que nous avons constatés. Nous avons également constaté que, quelquefois, les partenaires qui sont choisis, qui sont sélectionnés pour réaliser ces projets, n'avaient pas forcément toute l'expertise requise, la capacité requise. Quand je parle de capacité, il n'y a pas seulement que la capacité financière, non. Vous avez même la capacité de pouvoir conduire le projet sur le plan technique. Et au-delà de ces capacités... Il y a une compétence technique. Une compétence technique, oui. Et au-delà, vous avez même la relation partenariale, la relation entre toutes les parties prenantes qui vont contribuer à la mise en œuvre du projet. Au-delà de ce phénomène, nous avons constaté aussi quelquefois des lacunes même dans les contrats qui sont signés. Des contrats qui ont quelquefois des insuffisances, qui ne respectent pas toujours les modalités de la commande publique. Et ça, c'est partout. Il n'y a pas que l'Afrique, partout on trouve ces problèmes-là. Mais ces problèmes sont des facteurs qui expliquent justement ce retard, qui expliquent un peu le surcoût sur ces projets. Donc, cela veut dire quoi? Qu'il faut peut-être que les pays travaillent aussi à mettre en place genre des organes de régulation ou peut-être de coordination qui permettent que quand un partenaire n'est pas vraiment réglo dans ce qu'il a contracté comme accord, qu'on puisse le ramener sur le bon chemin. Parce que parfois aussi c'est ça. Oui. En fait, lorsque vous lisez la littérature sur cette question de la contractualisation de partenariat public-privé, vous verrez, comme je l'ai dit tantôt, à travers le monde, que cette question se pose. Certes, il y a des propositions de solutions, mais je dirais que de façon générale, les auteurs ne s'entendent pas sur les solutions à mettre en œuvre. Vous avez des auteurs qui vous diront, faites des contrats fixes, à délai fixe, à coût fixe, non révisable. En réalité, c'est même ça le PPP. Mais quelquefois, vous avez des auteurs qui vous diront sur la base de l'expérience de prévoir dans les clauses une flexibilité oui, à même de favoriser la révision au cours de la mise en œuvre. Vous voyez, c'est assez complexe. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est que le partenaire privé qui vient doit s'assurer que toutes les entreprises qu'il mobilise autour de lui ont l'expérience, ont l'expertise, ont la même vision que lui et comprennent le choix de ce partenaire pour réaliser un contrat avec la partie publique. Ça, c'est assez important. Donc, il faudra que ces entreprises partagent la même vision que ces partenaires. Voilà ce que je pourrais dire globalement. Oui. Mais nous avons aussi quelquefois des questions ou des problèmes liés à l'instabilité politique dans certains pays ou à des changements politiques. Nous avons vu le cas de certains pays que je ne citerai pas où, du fait du changement d'un régime politique, des contrats sont remis en cause. Bon, il n'y a pas qu'en Afrique, même quand vous regardez un peu aux États-Unis avec l'arrivée de Donald Trump, exact. On l'a vu également en France avec l'arrivée de François Hollande. Quelquefois, cela remet en cause certains contrats, c'est normal, cela relève du fait du prince, mais ce qui est important et ce que nous voulons relever en ce moment, c'est de prendre des dispositions justement pour éviter, si possible, de tels changements, notamment lorsqu'ils peuvent impacter considérablement un projet.
Mais qui doit prendre ces dispositions et qui doit veiller à la mise en œuvre de ce qui est contractuel? Parce que moi, en tant que partenaire et l'État souverain, Oui. parfois, je ne peux pas avoir de moyens de pression pour contraindre un État qui ne veut pas forcément être regardant sur des accords que certains de ces dirigeants, ces gouvernants ont eu à contracter par le passé, même si on nous dit que l'État c'est une continuité. C'est vrai, vous avez tout à fait raison, mais je dirais que à la base, le contrat PPP initial qui est signé entre un partenaire public et un partenaire privé n'est pas un contrat commercial. Donc, c'est un contrat qui relève en réalité du droit public. Et alors que nous savons qu'en général, dans le droit public, la personne publique, l'État, a la possibilité, en tout moment, le plus souvent, de remettre en cause certaines prérogatives, certains contrats, en fonction des objectifs qu'il s'est fixés. Donc, en ce moment, ce qui peut être fait, c'est plus ou moins des recommandations, attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité, justement, de respecter certains contrats, surtout si ces contrats ont des impacts important en termes de montant, en termes de dédommagement. Et pour finir, justement, si c'est les questions qui expliquent un peu ces écarts sur cours, ces écarts sur délai, j'ai parlé aussi de l'instabilité politique, des crises sociales, des guerres civiles dans un ou deux pays que nous avons constatés, qui amènent le partenaire à se rétracter et ensuite à revenir pour renégocier les clauses du contrat. Donc tout cela donc explique un peu ces écarts que nous avons constatés, écarts sur coût, écarts sur délai, mais qui ne remettent pas fondamentalement en cause la capacité des États à pouvoir conduire des projets en mode PPP. Notamment ce type de projet qui suscite l'implication, l'accompagnement des bailleurs de fonds. Mais cela nous amène à dire qu'il faut surtout revoir le contenu de ce contrat, revoir les modalités de partenariat pour pouvoir améliorer justement ce contrat en vue de pouvoir construire des infrastructures, je dirais, performantes. Pourquoi performantes? Au profit justement des usagers comme vous et comme moi. Oui, Constantin Dabiré, je vais juste aller concrètement sur deux exemples. Oui. Nous avons au Sénégal un aéroport qui fait la fierté des Sénégalais et qui est repris dans la sous-région comme un modèle identificatoire. Tout à fait. L'aéroport international Blaise Ndiaye. Tout à fait. Et en Côte d'Ivoire également, on a des ouvrages de franchissement qui font la fierté de la Côte d'Ivoire et qui sont repris dans la sous-région comme étant des modèles identificatoires. À partir de ces deux exemples, est-ce qu'on peut dire que ce sont des réussites pour la sous-région et comment peut-être un pays comme le Burkina Faso peut s'inspirer de ces expériences pour arriver à réussir la mise en œuvre des PPP qu'il a à cœur de contracter ou peut-être qu'il est en train d'exécuter. Revenons sur le cas donc du Sénégal. C'est vrai que l'aéroport aujourd'hui fait la fierté des Sénégalais, la fierté des Africains. Mais justement, si vous regardez un peu comment cet aéroport a été mis en œuvre, si vous voyez comment il a été construit, vous constaterez qu'il y a eu pas mal de problèmes autour de cet aéroport et qui a accusé plus de 5 ans de retard. Plus de 5 ans. Et à plusieurs reprises, vous constaterez qu'il y a eu des ruptures de contrat, des nouveaux partenaires qui sont venus, qui ont remis en cause tout le processus. C'était très compliqué. Parce qu'entre-temps, Ouad n'était plus au pouvoir et celui qui est venu n'entendait pas marcher dans les pas de son prédécesseur. Un peu ça. Je dirais même avant l'arrivée du président actuel, sous le président Ouad, il y a eu déjà des soucis avec le partenaire qui avait été retenu, qui ont remis en cause pas mal de choses. Et ensuite, quand vous regardez en termes de coûts, vous verrez justement qu'un dépassement de coûts assez important. Ça, c'est sûr, hein, ça c'est un dépassement de coûts. Mais, comme vous le dites, dans la mesure où c'était une première expérience pour le Sénégal, je pense que ces difficultés, ces faiblesses constatées, et ne pourrait donc servir en fait de leçon et pour le Sénégal et pour les autres pays. Mais aujourd'hui, c'est vrai, quand on regarde cette infrastructure, on a tendance à oublier le passé. C'est vrai, on a tendance à dire oui, on a une infrastructure qui fonctionne assez bien, quoique actuellement il y a toujours quelques soucis de fonctionnalité au niveau de l'aéroport de Dakar. Mais c'est une belle expérience, une très belle infrastructure qui fait la fierté des Africains, ça c'est vrai. Revenant un peu sur le cas ivoirien, c'est pareil. Vous verrez qu'il y a eu des retards au moment de la mise en œuvre
il y a eu des surcoûts, ça on peut le constater, et qui quelquefois même amènent à s'interroger, fallait-il vraiment les faire en PPP? C'est ça aussi le problème. Mais in fine, quand on regarde cette infrastructure aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le pont HKB, il fait la fierté des Ivoiriens, il facilite la circulation, la fluidité en fait de la circulation, et effectivement en ce moment on pourrait dire que c'est une réussite. Mais ce qui est important aussi, c'est de tirer les leçons sur les difficultés que ces deux projets ont connues au moment de leur mise en œuvre. Justement, dans votre ouvrage, vous insistez là-dessus, oui, en expliquant qu'en réalité, les performances en PPP ne sont pas des panacées de part et d'autre. Et de faire très attention, quand on veut aller vers les PPP, c'est de pouvoir bien réussir le processus en amont. C'est vrai, bien réussir le processus en amont. Et d'ailleurs, quand on parle de performance, on pourrait se demander, mais quels sont ces critères de performance? C'est important. Et parlant de critères de performance, on pourrait les apprécier en fonction des parties prenantes. On a vu dans la première partie de l'émission que dans les PPP, nous avons un partenaire public qui a pour objectif de réaliser une infrastructure dans les conditions de délai, des conditions de coût, une infrastructure par un privé qui a la capacité, qui a la technologie. Ensuite, nous avons vu que le privé qui vient a pour objectif de réaliser une infrastructure tout en réalisant un profit. C'est normal, le privé vit du profit. Tout à fait. Et enfin, nous avons un troisième partenaire, nous l'avons abordé, l'usager comme vous et moi, dont l'objectif est de se servir de cette infrastructure qui est construite par le privé. Et pour cet usager que nous sommes, vous et moi, les critères de performance s'apprécient au travers de la fonctionnalité de l'infrastructure. Une infrastructure qui fonctionne bien, qu'on peut utiliser. Au travers de l'accessibilité de l'infrastructure, sa disponibilité, du prix, de l'impact sur l'amélioration des conditions de vie. Donc voici là un certain nombre d'éléments qu'il faut intégrer dans cette mise en œuvre. Et en intégrant ces éléments et en appréciant, effectivement, on peut se rendre compte si le PPP est justifié. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire, le pont HKB. Effectivement, quand on apprécie la performance au travers de ces critères, aujourd'hui on pourra dire que l'infrastructure est performante. Parce qu'on circule très bien dessus. C'est une voie qui permet vraiment de désenclaver la ville d'Abidjan, de gagner en temps, quelque part aussi en coût d'amortissement du véhicule. Oui, en ce moment, on peut bien apprécier et dire que c'est une très bonne chose. Maintenant, revenons un peu au niveau de la partie publique. Je pense qu'une fois j'étais à Abidjan, j'écoutais des hommes politiques discuter et j'ai cru comprendre qu'il y a eu des dépassements assez importants en termes de coûts. Bon, c'est vrai que pour la partie publique, ce n'est pas facile. Mais bon, quand on voit un peu les retombées sur le plan de la fonctionnalité et tout, on a tendance à faire fi des problèmes liés au surcoût. Et là également, c'est un arbitrage à faire et qui tient compte également de la capacité de l'État concerné à pouvoir mobiliser des ressources pour la mise en œuvre. Parce que cette capacité à mobiliser des ressources est également un critère assez important. On parle le plus souvent de la soutenabilité budgétaire. Un État peut justement avoir cette volonté de faire une infrastructure, mais s'il n'a pas la capacité financière, ça peut poser un problème. Le privé qui vient, généralement, pour faire des infrastructures, notamment pour des infrastructures type autoroute, comme on en parle tantôt, lorsque vous voyez très bien le montage financier, vous vous rendrez compte, surtout en Afrique, que l'État est toujours obligé d'apporter des ressources publiques. D'ailleurs, on va revenir sur ce problème de financement. Et pour apporter des ressources publiques, il faudrait donc dégager ces ressources quelque part. Et si vous avez affaire à une infrastructure très importante, quelquefois, cette capacité de l'État à dégager des ressources peut se poser, peut constituer un problème qu'il faut analyser. L'infrastructure peut être performante. Elle peut permettre de servir ou de permettre aux usagers d'atteindre leur objectif. Mais si l'État concerné n'a pas la capacité d'apporter la ressource financière, ça peut poser un problème. Et c'est des situations que nous rencontrons. D'ailleurs, quelquefois, vous voyez des institutions comme le FMI qui le plus souvent mettent des veto si des projets intéressants se disent, bon, est-ce que l'État concerné a la capacité de réaliser cette infrastructure? Donc, vous voyez qu'en termes de la notion de performance, elle est assez complexe. Elle tient compte de la performance du privé qui vient pour construire, la performance de l'État et la performance de l'usager. Oui, et vous terminez dans votre ouvrage par des
des recommandations, des contributions managériales, si on peut le dire ainsi. Parce que vous dites une chose est de trouver que l'idée elle est bien lumineuse, tout à fait. Mais attention, voici ce qui peut vous faire échouer. Et en la matière, vous n'avez pas été assez avare en recommandations. Tout à fait. Oui. C'est vrai. Et d'ailleurs, ce que nous avons d'abord constaté, c'est que, comme vous l'avez dit tantôt, depuis les années 2010, les États se sont intéressés à cette problématique des PPP, à l'utilisation, l'usage du PPP comme une source alternative de financement. Mais nous avons également constaté une absence d'études rétrospectives. Pourtant, ça c'est important. Faire des études rétrospectives sur l'ensemble des projets qui ont été mis en œuvre en vue de tirer les leçons, de voir en fait les facteurs en même d'influencer la performance des projets, de voir toutes les questions que peuvent susciter ces projets. Nous sommes même allés très loin. Nous avons dit qu'au-delà même de cette étude rétrospective, il fallait faire des études soit par pays, soit par secteur d'activité, en vue de voir les secteurs qui ont des potentialités en termes de projets, de voir les pays qui ont des potentialités, qui ont cette propension à pouvoir réaliser des projets. Et ce partant, on peut donc élaborer des stratégies suivant les secteurs d'activité, suivant les pays, pour faciliter la mise en œuvre de projets. Là, c'est des recommandations que nous avons faites. Au-delà de cela, nous sommes également revenus sur la question du financement, qui est une question assez importante. Et quand on regarde aujourd'hui dans notre environnement, je dirais que les sources de financement ne sont pas bien endossées sur les projets. Ou en d'autres termes, je dirais que ces sources de financement ne sont pas toujours adaptées à la maturité des projets. Vous avez des projets qui ont 20, 25, 30 ans. Et vous l'avez dit dans la première partie où souvent les taux ne sont pas... Exactement. Voilà. Et donc nous avons préconisé de mettre en place également des instruments spécifiques dédiés à la mise en œuvre de ces projets, à l'image de ce qui se fait par exemple par la BEI, donc l'Europe, ou à l'image de ce qui se fait un peu partout dans le monde. Vous avez des ressources, des instruments spécifiques dédiés non pas seulement au PPP, mais dédiés au financement des infrastructures. Et pour nous aujourd'hui, il faudrait que nos États commencent justement à réfléchir sur ces questions. En cela, je dirais que la CDC au Burkina, la caisse de dépôt et de conciliation qui vient d'être mise en place. Exactement. Si elle est bien faite, bien montée, quand je dis bien faite, bien montée, je veux dire dans l'avenir, en fait, oui. Pourrait donc servir comme un instrument dédié justement à la mise en œuvre des infrastructures, à l'image de la CDC en France, à l'image de la CDC au Maroc. Donc cette question, elle est posée. Nous avons également fait des recommandations au niveau de l'approfondissement du marché financier régional. Si vous regardez un peu notre marché financier régional, regardez la maturité des produits du marché financier. Généralement, c'est des maturités de 7, 10, 12 ans. Je reviens encore sur la maturité de projets PPP qui porte sur 20, 30 ans, le fois plus. Oui, tout à fait. Et également, les ressources qui sont mobilisées sur ce marché, notamment prenons le marché obligataire, les taux d'intérêt, qui sont autour de 5, 6. Je pense qu'à ces taux-là, il est difficile de pouvoir réaliser des projets sur le long terme. Des projets nécessitant des ressources critiques, des ressources très importantes. Donc pour nous, la question du financement est une question qui est posée. Il faut y réfléchir, il faut trouver des solutions à cette question du financement. Merci à vous, Constantin Dabiré, d'être venu partager le contenu de votre ouvrage avec nous. Merci. Le partenariat public-privé comme alternative au financement des infrastructures publiques performantes. Je rappelle que vous êtes d'ailleurs le conseiller spécial du Premier ministre du Burkina en charge des PPP et certainement que vous avez d'autres projets au-delà de cet ouvrage. Projet au-delà de cet ouvrage, oui, bien sûr. Je pense que la question est tellement intéressante qu'elle nécessite qu'on continue à y penser, on continue à faire des réflexions et pour permettre justement à nos pays africains de pouvoir bénéficier justement des retombées de ces réflexions. Donc on trouve le livre où à Ouaga et à Bobo par exemple. À Ouaga, vous trouvez le livre à Jeunesse d'Afrique. À Bobo, il n'est pas disponible pour le moment.
Et vous pouvez également l'acheter en ligne, par exemple sur le site Amazon ou chez l'éditeur. Au Togo, vous le trouvez à la librairie Bon Pasteur. Et en Côte d'Ivoire, vous le trouvez à la librairie de France. Et bientôt au Sénégal également, il sera disponible. Merci à vous, M. Dabiré, d'être passé. Voilà, c'est tout pour cet écrit d'aujourd'hui. Vous revenez nous voir à chaque fois que vous le souhaitez. Merci d'être passé pour toutes ces informations. Merci et bonsoir à vous. Voilà, c'est tout pour ce numéro de cet écrit. Merci de votre attention et à très bientôt pour d'autres numéros. Au revoir.